cette nouvelle émission du Corner du libraire. Comme vous le savez, on parle de livres, de littérature, spécialisée en l'occurrence, avec des experts du monde local pour les élus ou les gens qui s'intéressent au monde local. Et là, on va rentrer dans un univers à la fois complexe et aux enjeux très importants avec un immense spécialiste du sujet, Jacques Priol. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Civiteo et vous êtes connu parce qu'il y a quelques années, en 2017, je crois, vous aviez été un des premiers à sortir un ouvrage sur les big data et les collectivités françaises. Et aujourd'hui, votre actualité, c'est un nouveau livre qui s'appelle « Ne laissez pas Google gérer nos villes ». Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, vous l'avez écrit, j'allais dire, parce que vous étiez à l'intérieur de l'histoire. Ça parle du projet de la ville intelligente de Toronto. C'est ça l'idée de départ? Complètement. Donc, c'est un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire il y a quelques mois maintenant, alors que le projet de ville intelligente, le projet de ville Google à Toronto, était quasiment en voie d'aboutissement. En voie d'aboutissement, c'est-à-dire qu'il y avait eu 2 ans d'études, 2 ans de concertation, 2 ans de réunions publiques et de polémiques, nous y reviendrons certainement, sur la manière dont un grand acteur numérique comme Google pouvait imaginer construire une ville sur un site incroyable qui est une friche industrielle à Toronto, capitale économique du Canada, une friche portuaire à quelques encablures de la cité, les buildings, le petit Manhattan, si vous voulez, de Toronto, la cité des affaires de Toronto. Et Google s'est vu confier la possibilité d'expérimenter à cet endroit-là la création d'une ville intelligente totalement pilotée par la donnée. Alors, il y a un lien. Google, dont on connaît le modèle économique sur l'exploitation des données, et ce qu'on appelle aujourd'hui les villes intelligentes, la Smart City, avec beaucoup de capteurs, des objets connectés pour la régulation des transports, pour la régulation des déchets, de l'énergie, pour les services aux habitants. Il y a un lien, c'est la data, c'est la gestion des données. C'est pour ça que Et vous en étiez, même du coup, temps, vous étiez dans cette équipe de spécialistes pour réfléchir à ce sujet, c'est ça? alors j'étais impliqué dans le projet, mais pas pour le compte de Google. J'ai eu la chance d'être impliqué sur le projet à 2 titres, en tant qu'expert dans des panels, on va dire, qui ont été consultés sur les dispositifs de gestion des données dans la ville. Et dans un deuxième temps, j'ai été consultant auprès de la ville de Toronto, puisque la ville de Toronto a souhaité, à côté du projet Google, mener sa propre réflexion sur la façon dont on doit gérer les données dans la ville, a fortiori quand on a un acteur comme Google sur place. Donc moi, avec un partenaire canadien, Open North, nous avons répondu et gagné un appel d'offres pour travailler pour la ville de Toronto. Et le hasard, les circonstances incroyables qui sont les nôtres aujourd'hui, ont fait que j'ai travaillé en parallèle sur la production de ce livre qui raconte le projet de Google de l'intérieur et en même temps met en garde les acteurs, notamment en France et en Europe, sur le fait que ce qui se joue là-bas à Toronto a aussi une incidence chez nous. On y reviendra dans quelques instants si vous le souhaitez. Et en parallèle, me retrouver à écrire ce livre et qui devait sortir le 7 mai, très exactement. Cette date va rester une date symbolique pour moi tout à fait importante, le jour où Google a annoncé l'abandon du projet. À la surprise générale, les équipes de Sideward Labs, qui est la filiale du groupe Alphabet qui portait ce projet, ont décidé, en plein cœur du confinement qui avait lieu encore chez nous et qui débutait au Canada, de jeter l'éponge et de se retirer de ce projet après 2 années de travaux exploratoires avec des plans d'architectes qui avaient été rendus publics, des modèles économiques qui avaient été étudiés, des grandes concertations publiques qui avaient été gérées. Qu'est-ce qui est… Alors justement, c'est assez impressionnant, il y a une sorte de contradiction. C'est quoi? C'est le confinement, c'est la crise économique et sanitaire, ou il y a d'autres raisons plus profondes qui ont poussé Google à abandonner derrière? Alors, c'est vraiment la question qu'on s'est tous posée parce que ça a vraiment été une décision tout à fait inattendue et les acteurs, y compris la municipalité de Toronto, ils sont tombés des nues de voir cet acteur majeur mondial se retirer comme ça, presque sur un coup de tête, au prétexte de la crise sanitaire. En disant le contexte économique provoqué par la crise sanitaire va faire que la rentabilité du projet ne sera pas au rendez-vous, on se retire. En réalité, ce projet, depuis 2 ans, et c'est aussi pour ça que pour ma part, je travaillais sur un bouquin en parallèle, avait mis en exergue de nombreux problèmes. Des problèmes qui sont des problèmes de gestion par les pouvoirs publics locaux d'un projet de ville dite intelligente.
Un projet de ville intelligente aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un projet dans lequel on utilise beaucoup de données pour améliorer, optimiser la vie en société et les services rendus aux habitants. Moins d'embouteillages, je peux penser à Waze par exemple, que tout le monde utilise aujourd'hui en France. En France, tout le monde utilise Waze, mais personne ne sait que Waze, ça appartient aussi à Google. On peut penser à des outils de régulation de l'éclairage public. Il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui utilisent des lampadaires intelligents, des capteurs intelligents. Et tous ces projets-là collectent, consomment, produisent un volume incroyable de données qui devient une nouvelle matière à partir de laquelle on va fabriquer de l'action publique, mais à partir de laquelle on va aussi fabriquer de l'action économique. Et ce n'est pas un hasard si Google s'était intéressé au projet. Et sur place, il y a eu de très nombreuses polémiques, très vives, sur la façon dont Google avait l'intention justement de gérer ces données. Est-ce que ce groupe privé américain n'allait pas s'accaparer des données qui en fait sont un bien commun, qui sont des données liées à la gestion d'un service public? Est-ce qu'il n'allait pas les détourner de leurs finalités qui sont des finalités d'intérêt général au profit de finalités d'intérêt privé, d'intérêt économique, d'intérêt commercial ou autre? Comment est-ce qu'un acteur public peut garder le contrôle de ces données? Ça, c'est un vrai sujet qui avait pour amener progressivement la ville de Toronto et la province de l'Ontario à durcir considérablement les conditions dans lesquelles Google aurait pu, s'il n'avait pas jeté l'éponge, gérer le projet. Exemple très concret, les acteurs publics avaient décidé, alors que ce n'était pas dans le cahier des charges du départ, que les pouvoirs publics locaux conserveraient la maîtrise des données à travers le contrôle d'une structure indépendante, tierce, qui récupérait l'ensemble des données produites par le système voulu par Google. Ça, c'est un sujet passionnant parce que c'est une question qui se pose chez nous en France tous les jours. J'allais dire, quelque part, cet exemple qui est symbolique, qui est vraiment emblématique, il pose presque deux questions. D'abord, est-ce que Google va être amené à recommencer ailleurs ou est-ce qu'ils ont déjà d'autres projets? Et puis, en France, où est-ce qu'on en est, vous qui connaissez parfaitement ce sujet, de ces fameuses villes intelligentes? Quelles sont les tailles de villes, de métropoles? Comment on s'en empare? Est-ce qu'il y a les mêmes questionnements derrière? Alors, c'est un questionnement qui débute chez nous. Il débute quelque part en retard, avec peut-être 2 ans de retard sur ce qui se passe sur le continent nord-américain, aux États-Unis et au Canada, parce que chez eux, ils ont des géants comme Google et autres qui s'intéressent à la gestion des villes, et naturellement, les citoyens, ils s'en méfient. Et comme ils s'en méfient, on réfléchit à de nouvelles formes de gestion de la donnée dans les villes intelligentes pour éviter que des géants du numérique comme cela s'accaparent les données. Et la question de savoir où est-ce que Google ira poser son sac la prochaine fois pour tenter un deuxième projet est une question fondamentale. Aujourd'hui, Google annonce des investissements colossaux. On parle de 400 millions de dollars en quelques semaines là, dans des infrastructures de gestion de ville intelligente. Il est possible que Google, demain, renonce à être lui-même opérateur de quartiers ou de villes pilotés par la donnée, mais pourrait devenir un acteur des infrastructures de collecte et de stockage de ces données urbaines, ce qui est, de mon point de vue, une menace tout à fait importante pour la souveraineté en Europe, mais aussi pour la souveraineté publique locale, c'est-à-dire, j'appelle la souveraineté publique locale, la maîtrise par les acteurs publics des données qui concernent l'intérêt général sur leur sol. Et c'est ce dont on parle, ce dont je parle dans la dernière partie du livre pour lequel vous me faites l'honneur de m'inviter à m'exprimer aujourd'hui, c'est de tirer des enseignements très concrets qui nous concernent, nous en Europe et nous en France. Il y a dans l'exemple de Toronto des enjeux autour de la souveraineté publique locale, on l'a vu. Des enjeux autour de la protection des données personnelles des habitants. Songez par exemple que dans les villes françaises qui expérimentent à plus ou moins grande échelle de la Smart City, on est en train d'installer des capteurs à des fins tout à fait louables et d'intérêt général, d'économie d'énergie, d'accompagnement des transitions énergétiques, de réduction des problèmes de mobilité, de réponse à des besoins qui ont à voir avec la santé, la qualité de l'air, etc. Et ces capteurs, on les met un peu partout dans la ville. Je vais prendre un exemple, le capteur Bluetooth. Le capteur Bluetooth, nos téléspectateurs savent, comme tout le monde, que le Bluetooth, ça sert à brancher un casque ou des enceintes connectées pour écouter de la musique. Peut-être ont-ils pris conscience avec le débat sur Stop Covid en France que les capteurs Bluetooth, ça permet aussi de collecter des données personnelles. Eh bien, aujourd'hui, dans nos villes, on utilise des capteurs Bluetooth, notamment au service de la mobilité, et on ne prévient pas les habitants que l'on collecte leurs données. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, certes, dans nos collectivités en France, et les opérateurs français, les grands opérateurs de services urbains, je ne les citerai pas, mais tout le monde les connaît, ils sont 5 ou 6, respectent le RGPD, parce qu'on est en Europe. À Toronto, il n'y a pas de RGPD. On anonymise les données.
On les stocke dans des conditions qui sont protégées, respectueuses de la loi. Mais en attendant, on est en train de créer un système où on collecte, où on gère beaucoup de données, sans nécessairement créer autour de cela le cadre de confiance nécessaire. Et c'est ce cadre de confiance qui a manqué à Toronto, c'est ce que je raconte dans le livre, et c'est ce cadre de confiance qui est à construire dans nos villes en France. Sinon, Google ou pas Google, nous pouvons aller vers le même type d'échec que celui de Toronto dans nos smart cities, entre guillemets à la française, qui ne sont pas vraiment à la française, qui sont la duplication de mondial. ces outils et de ces systèmes. Voilà. Bon, bah effectivement, on voit combien les enjeux sont passionnants et c'était très intéressant de vous avoir sur ces questions. On invitera et on diffusera évidemment le lien, parce que je crois qu'on peut trouver votre livre qui n'est pas forcément du fait de la situation en librairie, mais on peut l'acheter sur Internet et se plonger dedans avec plaisir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et puis je vous dis à très bientôt et une belle journée à vous et à nos auditeurs. À très bientôt pour une nouvelle émission.